Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 190. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast qui, cette fois, va porter sur 5 erreurs qui font de toi un auteur amateur. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre un peu clivant ? C'est tout simplement 5 erreurs qu'on va décortiquer et qui sont généralement, pas tout le temps, mais généralement pratiquées par de jeunes auteurs qui ne se sont pas encore suffisamment professionnalisés. Alors j'aime beaucoup aborder le thème des premières règles à retenir quand on se lance dans l'écriture et en discuter avec de jeunes auteurs. En fait, c'est une façon de ne pas oublier d'où on est parti et de tout le chemin qu'on a parcouru. Et puis, aider les jeunes auteurs à se professionnaliser, ça a toujours quelque chose de très agréable pour nous autres auteurs qui avons un peu plus de bouteilles. Alors c'est parti pour décortiquer les 5 erreurs à éviter pour rendre un manuscrit beaucoup plus professionnel. Alors la première erreur, c'est écrire sans aucun plan, même pas quelques petites notes. Alors oui, je sais, pour celles et ceux d'entre vous qui ont l'habitude d'écouter ce podcast ou de suivre mes masterclass, d'abord merci, c'est quelque chose que je répète très très souvent. Mais crois-moi, ça se sent tout de suite quand tu ne sais pas où tu vas dans le roman et que tu raccroches les wagons pour être sûr que ton dénouement serve à quelque chose et soit à peu près logique avec ce que tu as écrit. Alors spoiler alerte, quand tu fais ça, en fait, ton dénouement ne raccroche jamais les wagons. Sans plan, et attention, je parle pas forcément d'un plan de 10 pages, ça peut être quelques notes sur en gros comment ça commence, voilà, comment va démarrer le début de ton roman, quelques détails sur le ventre de ce roman, c'est-à-dire le milieu, et vaguement comment ça se termine. Donc, si tu n'as pas du tout de boussole et tu ne sais pas du tout où tu vas, ça va être difficile de régler les moments de suspense et les moments d'accalmie, et qui sont très importants pour gérer les différentes phases d'émotion que tu vas évidemment faire et mettre en scène pour le lecteur. Ça va être aussi très compliqué de gérer l'évolution de tous les personnages et de prévoir l'arc narratif de tes protagonistes, c'est-à-dire la façon dont ils vont évoluer, si on ne sait pas du tout où on va. Pourquoi ? Parce que pour savoir comment le personnage va se développer, par quelle transformation il va passer pour partir d'un point A et arriver au point B, il faut que tu saches à peu près où ces personnages vont aller, parce que sinon tu vas te retrouver avec une évolution qui va être complètement déséquilibrée et par exemple arriver au dernier tiers du roman, se rappeler où est-ce que finalement on va et du coup faire en sorte que ton personnage se transforme en un temps très court et que rien dans le livre ne justifie une transformation si importante en si peu de pages et de temps, ou alors avec des ellipses qui sont faites à la truelle. Donc vraiment, c'est important que tu saches à peu près, encore une fois, t'es pas obligé de faire un plan très complexe si tu ne te sens pas de le faire, mais c'est très important que tu saches où tu vas. Et donc ça te permet de maîtriser ta narration et ça va montrer à quel point tu es maître de ton action, maître de ton histoire et pas l'inverse, que c'est pas l'histoire qui te porte complètement et qui te domine complètement. Alors je sais qu'il y a certains auteurs qui disent oui, mais moi je laisse l'histoire se faire toute seule, je suis le premier à être surpris par mon histoire, mais j'ai envie de te dire que ton job c'est d'être auteur, c'est pas d'être lecteur en fait. Donc bien sûr que toi en tant qu'auteur, ton travail c'est d'écrire pour un lecteur et de mettre en scène une histoire à destination d'un lectorat. Donc tu dois absolument savoir ce que tu fais. Ensuite, deuxième erreur, c'est trop d'adverbes. Alors, je sais que ces petits mots sont très efficaces parce qu'ils précisent de façon parfois élégante ou percutante une action et du coup, ils sont bien pratiques. Mais ils sont aussi super dangereux si on les surmultiplie. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser du tout, mais juste qu'il faut y aller mollo sur les adverbes. Et
il faut à chacun des adverbes se poser cette grande question quand on se relit, c'est est-ce qu'ils sont vraiment utiles ou est-ce qu'on comprend la phrase même s'ils ne sont pas là? Si jamais la réponse est bof ou oui en effet, alors il faut absolument supprimer cet adverbe parce que si ils sont très efficaces, ça c'est vrai, et qu'ils colorent la phrase d'une certaine façon, donc ils aident à installer une ambiance, une esthétique aussi, eh bien ils alourdissent forcément la phrase. Donc en fait, il faut que tu fasses ce jeu d'équilibre entre je décide sciemment d'alourdir ma phrase et au contraire, je fais en sorte que ma phrase soit un peu plus précise et un peu plus percutante. Et à chaque fois, c'est cette question que tu vas devoir te poser. Est-ce que j'accepte d'alourdir ma phrase parce que vraiment l'adverbe ici est important et il colore la phrase d'une certaine façon et je veux qu'il colore cette phrase de cette façon-là, ou au contraire, j'en suis pas sûre et si j'en suis pas sûre, il vaut mieux vraiment le supprimer. Crois-moi, tu vas être plus percutant et tu vas gagner en efficacité. Et il faut que ta plume, elle soit efficace. Troisième erreur, c'est pas de suspense ni de tension narrative. Quand il fait bien le job, l'auteur provoque des émotions au lecteur. C'est même son premier travail. Et d'ailleurs, le lecteur, tous les lecteurs, quel que soit le livre, c'est évidemment ce qu'il vient chercher dans sa lecture. Il veut rire, il veut pleurer, il veut être ému, il veut avoir peur selon la nature du roman que tu écris. Mais ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les lecteurs. Or, pour provoquer des émotions, il faut penser le roman non pas en une ligne droite, quelque chose de totalement linéaire, mais en une sorte d'ondulation aléatoire qui contient des moments de creux et d'accalmie où les personnages prennent le temps de se rencontrer, où le lecteur prend le temps de rencontrer les personnages, et les moments de pic de tension, donc des moments qui vont être un peu plus crispants pour les protagonistes et donc évidemment pour le lecteur. Et donc c'est quelque chose d'aléatoire parce que tu vas avoir des pics très abrupts ou au contraire des petites collines et tu vas avoir des creux très abrupts aussi et puis des creux un peu moins marqués. C'est toi qui décides quand est-ce que tu mets l'un et quand est-ce que tu mets l'autre. Et donc, il va falloir que tu prévois un petit peu en avance les différents temps et les différentes actions qui vont surprendre le lecteur. Pire qui peut se passer, c'est que ton roman soit écrit de façon totalement plate et sans aucun relief, et qu'on ait droit à une succession de chapitres qui sont écrits tous sur le même pied. Ça, c'est absolument horrible à lire parce que on ne sait pas faire la différence entre les chapitres à enjeu et les chapitres un peu plus tranquilles. Et ça se sent tout de suite que c'est pas du tout professionnel et généralement, le fait qu'un roman soit très linéaire et manque de tension, manque de suspense et qu'on met trop de temps à rentrer dans l'histoire, c'est presque le défaut que reprochent le plus les éditeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve beaucoup sur les lettres de refus lorsqu'ils font des lettres de refus qui sont évidemment motivées, ce qui n'est pas forcément le cas toujours. Quatrième erreur, ce sont les dialogues non crédibles. Alors pas que d'ailleurs, parce que quand on parle de crédibilité de dialogue, en réalité, on pense à deux choses. D'abord, ce sont les dialogues qui sont non caractérisés. Le but d'un dialogue, c'est de caractériser un personnage. J'entends par là que, à travers les répliques, on doit sentir le caractère d'un personnage et sa façon de penser. Parce que dans la vraie vie, personne ne parle comme un autre individu. Aucun individu partage exactement le même phrasé, la même intonation avec un autre individu. Pourquoi ? Parce que notre façon de parler est le produit de notre environnement, de notre éducation, de toutes les expériences qu'on a faites. Et donc ça explique que chaque individu a une façon de parler qui est complètement unique. Et ça doit se ressentir dans les dialogues. Ce qui explique que tu dois faire une fiche de personnage dans laquelle tu vas gérer cette façon de s'exprimer. Et donc, tu vas prévoir un background, tu vas prévoir une série d'expériences qui expliquent que ton personnage a certains tics de langage, parle de façon châtiée ou au contraire de façon beaucoup plus familière, par exemple. Et c'est important que tu détermines la couleur de tes répliques par rapport à tes différents personnages. Et en fait,
dans chacun des personnages, normalement, si c'est bien fait, au bout d'un moment dans ton dialogue, dans ton roman, tu serais pas obligé de caractériser et de spécifier quel personnage parle. Normalement, le lecteur serait capable de dire ah bah rien qu'avec cette réplique, je sais que c'est le personnage A qui parle ou le personnage B qui parle. Alors attention, hein, je suis pas en train de te dire qu'il faut pas dire qui parle, mais juste que si tu as bien fait le travail, le lecteur sait à qui il a affaire. Autre chose concernant la crédibilité des dialogues, c'est le curseur de si dans la vraie vie on ne parlerait pas comme ça, alors pourquoi le mettre dans ton roman? Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui sort le lecteur de sa lecture. Si la façon de s'exprimer est complètement en dehors de la réalité et de la façon dont normalement une personne dans ce contexte-là parlerait, eh bien c'est une façon pour le lecteur de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais comment il parle? Et c'est très crispant à la lecture, surtout que tu vas multiplier les répliques de ce personnage. Donc quelque chose qui pourrait passer pour un petit défaut va, au bout d'un moment, être vraiment crispant pour le lecteur. Alors oui, je sais, tu peux me dire, oui, mais moi, j'écris un roman de fantasy et du coup, c'est dans un passé imaginé et que dans ce passé imaginé, les gens sont issus de l'aristocratie et donc ça explique qu'ils parlent de façon extrêmement châtiée, par exemple. Oui, tout à fait, c'est possible, mais n'oublie pas que tu t'adresses à un lectorat moderne. Donc si vraiment tu me sors des phrases complètement alambiquées qui sont un espèce de mélange entre un vieux français et un français moderne, ce sera complètement ridicule. Donc il faut que tu choisisses et tu peux très bien faire un phrasé qui soit un peu châtié, voire même franchement châtié, mais qui soit pas complètement déconnecté de ce qui se passe dans la réalité. Donc il faut faire très attention à ces dialogues. Et enfin, cinquième erreur, il s'agit des descriptions à rallonge. Alors là aussi, je vais viser un certain type de littérature, c'est la littérature de l'imaginaire. Bah pourquoi? Parce que cette littérature, elle est très exigeante, puisque on évolue dans un monde qui est complètement inventé, et du coup, on a besoin d'expliquer beaucoup et de décrire beaucoup pour être sûr que le lecteur qui entre dans un monde complètement inventé ne soit pas complètement perdu. Et c'est la raison pour laquelle il y a forcément, et par définition, beaucoup plus de descriptions dans la littérature de l'imaginaire, normalement en tout cas, je ne dis pas que c'est quelque chose qui est absolu, mais en règle générale, il y a plus de descriptions, on a besoin de plus de descriptions quand on est en littérature de l'imaginaire que en littérature contemporaine. Et l'écueil est d'en faire des tonnes. C'est-à-dire d'avoir tellement peur que le lecteur ne comprenne pas ce qu'on veut dire qu'on en fait des tonnes. Et alors on submerge le lecteur de plein de détails, de plein d'ambiances, de particularités, etc. Et alors on surmultiplie les informations sur l'environnement, sur le descriptif des personnages, pour être sûr que le lecteur comprenne bien ce qu'on veut dire et soit bien sur la même longueur d'onde que nous. Mais la particularité, c'est d'abord qu'une description très longue devient très lourde à la compréhension et à la lecture, et ensuite, plus tu vas donner de détails, plus tu positionnes le lecteur de façon passive. Plus il va se dire, j'ai rien à imaginer, il me donne absolument tous les détails, donc je me laisse porter et je suis complètement passif devant la lecture de la description. Alors que si tu fais une description un peu moins imagée et un peu moins longue, et j'allais dire un peu moins exigeante pour l'auteur et pour le lecteur, alors tu lui laisses une part d'imagination. Tu le laisses la possibilité d'imaginer lui-même ce que le monde, le personnage, peut transmettre comme coloration et à quoi ressemble la ville, à quoi ressemble le paysage, à quoi ressemblent les différents personnages. Et donc, c'est un juste milieu à trouver entre le fait de lui donner quand même quelques détails, parce que c'est quand même pas au lecteur à tout imaginer, mais à lui laisser cette petite liberté qui va lui permettre de s'emparer de la description et de s'approprier le roman. Et c'est important qu'il s'approprie le roman parce que du coup, il devient actif, il redevient actif dans sa lecture. Donc c'est la raison pour laquelle quand tu fais trop de descriptions, ça renvoie une image d'amateurisme.
ça renvoie une image de l'auteur qui est tellement inquiet que le lecteur soit perdu et ne comprenne pas ce qu'il veut dire, que ça signifie que tu maîtrises pas ta narration et tu maîtrises pas ton histoire. Donc voilà qui était important sur les descriptions et voilà ce que je voulais te dire sur les 5 erreurs qui font de toi un auteur amateur. Et avant de te laisser, je te rappelle que si tu veux plus de contenu gratuit, je te donne rendez-vous sur licar.fr, licares.fr, et donc pour t'abonner à notre newsletter, car tous les vendredis, on te donne encore plus de conseils d'écriture. Et moi, je te retrouve dans un prochain épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi rejoins-les sur licar.fr/formation.